artiste. Je me fais appeler imagier parce que, en sortant de mes études d'art, en allant à l'Agence nationale pour l'emploi à l'époque, on m'a demandé qu'est-ce que j'étais. J'ai dit que j'étais sculpteur, peintre, installateur, que j'aimais bien écrire et faire de la musique aussi. Et donc on m'a dit, bon ben voilà, vous êtes artiste plasticien. Et j'ai dit non, moi ça me plaît pas trop, artiste plasticien, je suis artiste. C'est mon métier, c'est artiste. Et donc ils m'ont dit, ben non, artiste plasticien. Je fais, bah notez imagier. Donc maintenant je me fais appeler imagier parce que c'est dans le dictionnaire. Les imagiers, c'est ceux qui faisaient les cathédrales de A à Z. Donc ils faisaient les plans, les vitraux, les sculptures, tout ça. Je suis un peu médiéviste, quoi. Il y a le côté artisan, puis il y a le côté concept avec. Beaucoup de Lego, pas mal de terre du Mont-Boron. Ensuite, je suis allé au lycée professionnel Pasteur où j'ai fait ébéniste. Après, j'ai fait une spécialisation en marqueterie, sculpture et restauration de meubles anciens. J'ai fait un stage chez Jean Cortez, qui est un immense sculpteur ornemaniste qui travaillait pour l'Hôtel des Monnaies de Paris, qui a formé mon collègue Nicolas Lavarenne, qui est un sculpteur prodigieux aussi. De là, je suis allé à l'école municipale d'art plastique Villatiol à Nice. Puis après, j'ai pris 2 années sabbatiques où j'ai passé un bac en candidat libre en art plastique pour rentrer à la Villa Arson où finalement j'ai fait que 2 ans parce que j'ai eu envie d'avoir mon propre atelier. J'ai une formation d'artisan donc, mais c'est pas ce que je voulais faire artisan. J'ai toujours voulu créer des histoires. Donc mon travail personnel, c'est de créer des histoires avec toutes sortes de médiums. J'aime beaucoup écrire du théâtre, des poésies, des romans, et puis j'aime beaucoup faire de la musique. Et j'aime bien tout mélanger, j'aime faire aussi des installations dans la nature, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup travailler avec d'autres artistes aussi, puisque je suis en collectif aussi. J'apprends tout le temps des nouveaux trucs. Si j'ai une idée dans ma tête, je vais avoir un thème. Et après, je vais me dire, tiens, comment faire pour réaliser ce thème? Il y a des artistes qui travaillent, eux, ils ont d'abord une image, puis après, ils la fabriquent. Moi, j'ai d'abord un thème, une idée, et après, je vais essayer de la représenter. Et parfois, même, ça va être des thèmes qui vont durer des années. Donc, je vais les représenter un peu avec toutes les techniques que j'ai sous la main. Le médium vient avec le thème, avec l'idée. J'ai pas de médium de prédilection. Si, bien sûr, j'ai appris à sculpter le bois avec bonheur, mais malheureusement, le bois, c'est assez restreint comme technique. Je peux pas faire beaucoup de choses. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai détourné le travail du bois. Normalement, quand on fait une sculpture, on prend un tronc d'arbre, je vulgarise, hein, et on sculpte dedans. Moi, je fais un peu comme on fait des meubles ou des bateaux. Je vais faire des collages pour constituer un volume et après je vais le resculpter. Donc si tu veux, depuis le début, moi ce qui me plaît c'est le détournement. Quand je me suis mis à la soudure il y a 15 ans, c'était d'abord pour faire des structures, pour des modelages et puis petit à petit je me suis dit, si je forge en même temps que je soude, qu'est-ce que ça va donner? Et puis en fait petit à petit la soudure je l'ai détournée de ce qui était son but premier pour qu'en fait on ait l'impression que ce soit des bronzes fondus, mes travaux en acier. J'aime bien même à la limite qu'on ne voit pas trop ce que c'est à la base. J'aime bien être un peu charlatan aussi en art. J'aime bien mentir beaucoup. Les collaborations je les fais sur 2 choses. Par exemple, tu me parlais de fonderie, je suis incapable de faire de la fonderie tout seul. Je la connais en théorie, mais en pratique, je travaille avec un fondeur qui s'appelle Bernard Conforti, qui est sculpteur aussi. Là, on se comprend très bien parce qu'il est sculpteur aussi. Le métier de fondeur, c'est quand même quelque chose proche de l'ingénierie, quoi. C'est un artisanat d'art. Si moi, je devais fondre, je n'aurais plus le temps de faire, par exemple, de la sculpture sur bois. Alors là, la collaboration peut se faire parce que parfois, j'ai des apprentis, des aides, des stagiaires. Et là, la collaboration se fait et dans l'enseignement et dans la participation. C'est-à-dire que je vais faire un projet avec quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Il va apprendre à réaliser et moi, en même temps, il va me faire gagner du temps. Et puis, il y a le plaisir de transmettre. Là, il n'y a pas longtemps, pour une exposition qui sera en septembre, j'ai demandé à des petites mains de venir modeler de la terre. C'est des personnes qui, la plupart du temps, n'avaient jamais modelé. Modeler des petits corps humains, pour eux, ça leur a paru au début très difficile. Et puis, à force d'en faire, donc ils apprenaient. Et puis moi, comme ça, j'ai pu avoir à peu près 600 petits corps faits en 3 jours. C'est du plaisir parce que les gens qui essayent n'ont jamais fait ça. Donc il y a un peu de transmission. Donc il y a de la collaboration dans le partage.
Et ça, c'est des bons moments. On est 70 artistes environ. Les 2/3 sont des artistes qui ne sont pas niçois. Donc ça permet de rencontrer des gens qui viennent d'autres pays et qui là aussi, de par leur culture, n'ont pas la même vision de l'art que nous. Déjà, j'ai envie de te dire, chaque artiste a sa définition de l'art, mais chaque culture aussi. Donc du coup, ça permet, en collaborant ensemble, en créant un événement ensemble, ça te renvoie, toi, à ton travail, à qui tu es et où tu vas. Et ce sont des choses vraiment très intéressantes. C'est une rencontre, c'est monsieur Denis Gibelin qui est rentré dans mon atelier, qui a vu une de mes pièces, qui m'a dit « bah voilà, c'est ça ». Je fais « bonjour, vous êtes ?» Je suis Denis Gibelin, je suis le commissaire d'expo de l'association No Made. Et là, donc, on fête nos 20 ans cette année à Cap d'Aille. 20 ans de collectif d'artistes, c'est pas rien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en question, parce que déjà dans notre travail personnel d'artiste, on a cette remise en question, est-ce que ce que je fais c'est bien, tout le doute, tout ça qu'il y a. Ben, dans le collectif d'artistes, on retrouve ce doute. On doute, mais on avance. On continue d'avancer, on continue à faire en fait que l'événement soit lui aussi une œuvre. C'est la vision de No Made. C'est que ce n'est pas une exposition, mais une œuvre que le public vient voir. C'est un travail à plusieurs. Et chaque année, nous exposons à la Villa du Roc Fleuri à Cap d'Aille. C'est une belle villa au bord de la mer. Monsieur Charles Cotteneau, chaque année, depuis 20 ans, nous prête pendant 6 semaines sa villa. On a carte blanche pour envahir son jardin. Chaque année, c'est un travail de 1 à 2 ans parce qu'on fait un appel à projet aux autres artistes. Donc on a quand même 1 à 2 ans pour penser ce qu'on va exposer là. Parce que Denis Gibelin nous donne aussi un thème. Denis est en train de faire un livre des 20 ans de No Made. Là, si tu veux, Janaka, je suis un peu rêveur parce que depuis 20 ans, c'est vrai que 20 ans dans une vie, c'est beaucoup. On est en train de réfléchir à tout ce qu'on a fait par le passé et c'est assez énorme. On est en train de trier tout ce qui a été fait, tout ça. Ça fiche un coup de vieux, mais en même temps, c'est bien sympa de se dire, bah tiens, il y a des choses qui ont été faites et qui sont là. Et puis après, l'autre endroit, c'est l'Arboretum de Roure, à 1500 mètres d'altitude, dans la vallée de la Tinée. Et là, c'est depuis 15 ans. Cet endroit qui est un magnifique parc, une réserve de plantes incroyable. Là aussi, nous avons carte blanche. C'est assez incroyable de pouvoir mettre des sculptures là, ou des œuvres même qui ne sont pas des sculptures, des installations, dans le sens où elles vont souffrir pendant l'année de la neige, de la pluie, du froid, du soleil, du vent, de la tempête. C'est intéressant quand on est un artiste de confronter son travail à la nature et au climat, voire à la faune. Parfois, nos sculptures sont un peu défoncées par des sangliers ou des chevreuils. Donc la nature est la reine là-bas et l'art est secondaire. C'est un peu à chaque fois un défi l'Arboretum de Roure, chaque année. Là, je suis là depuis 2008. Et donc j'étais à l'atelier à côté et ici c'était ma cantine. La moitié de l'atelier, au plafond, on peut voir des traces. Il y avait un mur qui séparait les deux parties. Ici, là, c'était chez Marco, il restaurait les scooters. Et à côté, c'était le snack. Et Sylvie faisait des bobounes magnifiques. Et puis un jour, elle me dit on va partir. J'ai dit je vais reprendre. Et c'est comme ça que j'ai investi ce local. Avoir un atelier d'artiste à Nice, c'est assez rare. Les artistes qui ont un atelier indépendant, pas subventionné, tout ça. Mon lieu de travail est en même temps un boulet parce qu'il faut que je sorte la somme de loyer tous les mois comme n'importe quel artisan ou commerçant. Sauf que je n'ai pas une activité vraiment régulière. Donc c'est pour ça que je donne des cours. Et les cours, depuis 1995 maintenant, j'ai créé une association qui s'appelle Orange Bleu. Et avec cette association, je donne des cours. L'atelier pour un artiste, c'est un lieu primordial puisque c'est là qu'on fait sa création. Mais normalement, c'est un lieu qui doit être un peu secret. Moi, c'est l'inverse. Cet atelier, si tu veux, c'est un lieu... Tu le vois, depuis tout à l'heure qu'on fait l'interview, j'ai fait plusieurs coucous parce que les voisins me connaissent, me disent bonjour, tout ça. Et puis après, il y a les élèves. Et puis tu as vu le vernissage, un peu l'ambiance qu'il y a parce que j'accueille en général des expos d'autres artistes. Parce que Orange Bleu, c'est ça aussi, c'est accueillir d'autres artistes. Parce que je pense que pour nourrir mes élèves, c'est bien qu'ils voient des travaux d'autres artistes. Et puis aussi, il y a les concerts, les pièces de théâtre, parce qu'il y a très peu à Nice de petites salles indépendantes. Pour moi, c'est un plaisir de rencontrer des artistes qui viennent de très loin. Et donc, il y a un collectif d'artistes qui fait appel à d'autres artistes, par exemple de Paris, qui viennent jouer ici. Pour moi, c'est une grande chance d'avoir des artistes qui ne sont pas connus à Nice. Ça me permet d'avoir une sorte de nourriture. Donc cet atelier, si tu veux, j'ai besoin qu'il soit
Enfin, j'ai toujours fait ça dans tous mes ateliers. J'ai besoin qu'ils soient chargés, si tu veux. Donc il y a un petit peu des traces, des artistes qui sont venus exposer ici. Mon côté indépendant, dont j'ai vraiment besoin et que l'on me reproche souvent dans les milieux officiels. Mais à mon grand souvenir, dans l'histoire de l'art, beaucoup d'artistes que moi j'admire étaient un peu des fous du roi. Par exemple, Gustave Courbet a fait de la prison parce qu'il avait fait tomber la colonne Vendôme. D'autres artistes étaient en opposition avec ce qui se passait dans le public. Auguste Rodin, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de monuments pour le public, tout en essayant de toujours montrer sa patte à lui. C'est-à-dire qu'il faisait exactement l'opposé de l'académisme de ses contemporains. Les contemporains, on les a oubliés, il reste Rodin. Alors, c'est pas que je me compare à eux, des gens qui pour moi sont des guides spirituels. Moi j'aime qu'un Victor Hugo a travaillé pour le public, le grand public, et que quand Napoléon III est arrivé au pouvoir, il est parti de lui-même en exil. Ça c'est mon côté un peu, oui, indépendant, certes, d'accord. Par contre, je ne refuse pas le côté public. Quand j'ai mis mon homme qui marche en bronze devant l'hôpital Pasteur II, je suis hyper fier de ça parce que c'est nos impôts qui payent une structure comme l'hôpital, qui est une structure importante, saine, qui est pour le bien de tous, le bien commun. Je suis quelqu'un de très citoyen qui vote, par exemple. Je sais que c'est pas à la mode. Je veux m'inscrire dans la société, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe. Mais on a la chance d'être en démocratie. Et quand on est en démocratie, on est censé avoir le droit de dire ce que l'on pense. Je suis quelqu'un un petit peu à gauche, ouais, mais qui comprend qu'il y a des gens de droite. J'aimerais que plus de gens soient comme ça. J'ai eu la chance d'exposer dans les plus grandes galeries niçoises, quand il y en avait. Là, il n'en reste pas beaucoup. Je pense qu'il y a un vrai problème profond à Nice quant à l'art. Les Niçois sont très très durs à déplacer. Quand on va à Paris voir des expos, il y a même des Niçois qui vont au Louvre quand même. Mais quand on leur dit « viens voir une expo », rue de Jussieu à Nice, les gens qui sont place Garibaldi vont me dire « oh là là, t'es trop loin ». Je trouve ça assez incroyable. Aller de l'autre côté du quartier, à Nice, franchir le Paillon, ça pose de gros problèmes. En plus, on a un petit problème à Nice qui est un problème de chapelle. Beaucoup d'artistes n'aiment pas se mélanger avec d'autres genres d'artistes. Et je trouve que c'est un problème vraiment niçois. C'est un truc que je constate parce que je bouge de temps en temps, je vais voir ailleurs. Et moi-même, les expos que je fais ici, ce n'est pas que des Niçois, ce ne sont pas que des gens connus. J'ai besoin de montrer aux gens qui viennent, qui fréquentent ce lieu, et il y en a de plus en plus, et je les en remercie. J'ai besoin de leur montrer des gens que l'on ne connaît pas forcément. Donc toi, on s'est rencontrés sur Nathalie Broyel. Nathalie Broyel, qui pour moi est une très grande peintre. Je suis très fier d'avoir pu faire cette expo avec elle. Je l'ai rencontrée, j'ai aimé son travail et je lui ai dit expose-le. L'année d'avant, j'ai montré Elena Di Giovanni, qui est une jeune sculpteur de 27 ans, qui pour moi est prodigieuse. J'aurais aimé faire ce qu'elle fait à son âge. Si tu veux avoir un lieu comme ça indépendant, ça permet de montrer des choses qui ne sont pas montrées par les habituels à Nice. Et je vais encore me mettre du monde à dos, mais c'est pas grave. C'est bien qu'il y ait des gens, on va dire, subventionnés, tout ça. Mais ça serait tellement bien qu'ils s'ouvrent un peu aux autres. Voilà. Moi, je constate qu'il y a des lieux à Nice qui sont fermés aux autres, où on ne voit pas, je sais pas, pour ne pas parler de moi, on n'y voit pas des gens comme Éric Clément Demange, qui est un photographe formidable. On n'y voit pas Maurice Maubert, qui est un peintre, sculpteur, installateur total. On n'y voit pas Elena Di Giovanni, on n'y voit pas Nathalie Broyel. On n'y voit pas des centaines d'artistes. Et Nice, c'est ce qui est incroyable à Nice, c'est que tu as un potentiel, un vivier énorme, mais que dans quelques lieux, on voit toujours les mêmes. Et avec toujours une sorte de c'est nous qui avons raison. Alors ils ont peut-être raison, mais moi j'aimerais un petit peu de débat et puis j'aimerais qu'on montre un petit peu tout ce qui se fait. Avec un peu plus d'ouverture, un peu plus d'amour de l'art, un peu plus d'éclectisme. Là je suis au niveau de la soudure dans l'acier, je suis dans ce genre de travail. C'est-à-dire des sculptures qui soient murales.
façon murale, mais on pourrait les exposer aussi sur une corde dans un espace, un grand espace, quoi. Donc là, mon travail en ce moment, c'est d'essayer d'exprimer des choses avec des personnages et que ce soit plutôt mural, ce qui est une contradiction par rapport à la sculpture. Puisque la sculpture, c'est la 3 dimensions, donc on est censé faire le tour. Là, j'ai en prévision une grande guirlande, comme ce que tu vois sur les murs, mais où ce sera marqué « Amour ». Je ne dis pas les petits détails, parce que comme ça, peut-être ça peut créer un petit peu de curiosité aux Niçois qui viennent voir l'expo. Ça serait bien. Ma prochaine exposition, normalement, peut-être, s'il n'y a pas de Covid ou d'empêchement, c'est une installation qui a été inspirée par la grotte du Lazaret, par les fouilles du Lazaret à Nice. Quand j'avais 20 ans, j'avais pris la terre des fouilles pour faire des modelages de petits personnages humains dont je te parlais tout à l'heure. Et donc ce sont, en termes archéologiques, on appelle ça des coprolithes. C'est-à-dire ce sont des crottes fossiles. Donc au Lazaret, on a trouvé des coprolithes de loups, d'ours et peut-être d'Homo erectus. Et cette terre-là, je l'ai mélangée avec d'autres argiles. J'ai façonné des petits corps, puis là j'ai façonné des petits corps avec plein de petites mains aussi. Et donc si tu veux, ces corps sont des troncs. Donc si tu veux, ce sont des petites crottes qui là vont être crachées par un grand visage. Donc ça va être installé à Cap d'Aille. J'aimerais vraiment installer ces coprolithes pour le sens, pour la charge, au musée de Terra Mata. Tu vois, c'est d'essayer d'attraper un public qui n'irait pas forcément voir de l'art. C'est ce qu'on fait aussi avec Nomade. Enlever l'art de l'atelier ou de la galerie et de le placer dans des lieux qui font sens. La géologie et l'archéologie sont des petites passions pour moi. Et donc j'essaye de les placer dans ce travail sur les coprolithes parce que la terre cuite est un des matériaux les plus solides qui soient. J'ai envie d'imaginer, pourquoi pas, tu vois, cette installation un jour dans la nature, puis là, je sais pas, de la boue, un volcan ou un truc, qu'on le retrouve quelques millions d'années plus tard, ça rentrerait dans le délire, si tu veux. J'avais fait avec un autre plasticien il y a 20 ans. On avait fait un fossile du Père Noël. Donc en fait, on avait retrouvé le traîneau du Père Noël avec l'habit du Père Noël et même il y avait un petit peu des rennes, des fossiles des rennes. Et donc on a présenté ça comme un fossile de moins 25 000 ans et que c'était le vrai fossile du Père Noël. Donc si tu veux, tu vois, toujours avec un petit peu d'humour, revenir à l'humain et dire des choses un peu décalées. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien le mensonge, mais j'aime bien le mensonge qui va faire réfléchir. Il y a quelques années, j'avais créé les anthropolites. C'est un délire géologique, archéologique. C'était entre Indiana Jones et Jules Verne. Et je faisais une performance en même temps où je montrais un corps humain fossile dans une roche qui avait par exemple 260 millions d'années, en montrant aux gens que cette roche avait 260 millions d'années et que c'était bizarre de voir un humain là-dedans, parce qu'un humain, normalement, il a 8 millions d'années maximum. Du coup, ça me permet de montrer à des gens la géologie de leur village, de leur ville, de l'endroit où ils vivent, donc d'expliquer ce qu'est une roche, l'histoire de la roche, et puis l'histoire humaine qui rencontre cette histoire de roche. Et ça permet donc aux gens de se redonner une identité qui va très très loin. Tu vois, c'est même plus nos ancêtres les Gaulois là. Dans une roche qui a des millions d'années, la terre que j'utilise, c'est une ancienne chaîne de montagnes qui était plus grande que l'Everest, qui a été usée par l'eau, par les vents. Donc là, on va parler de géologie. Donc si tu veux, il n'y a pas que le petit objet d'art, tu sais, qu'on va me demander de signer, je vais le vendre 40 €, tiens, c'est une petite crotte. C'est pas que ça. On va voir un objet qui est une figuration humaine avec un passé géologique. Et pour moi, si tu veux, ça a une puissance d'histoire qui va au-delà de l'objet. J'essaye de vraiment faire en sorte qu'à chaque fois, une histoire se raccroche dessus. Souvent, mes sculptures, ce sont des illustrations de textes, en fait. Ce qui, normalement, ne se fait pas en art. Tu fais un texte, tu fais une sculpture. Mais une illustration de texte, c'est mal. Rodin trouvait qu'il s'était planté, qu'il avait fait une erreur en faisant La Porte de l'Enfer. Il illustrait Dante, puis après Baudelaire et les Métamorphoses d'Ovide, pour au final arriver à une porte, il avait viré toutes les sculptures au bout d'un moment, parce qu'il s'est dit « Ah mais non, c'est qu'une illustration ». Et moi je me dis « Mais tiens, pourquoi pas illustrer un peu ». Parce que ce que j'aime, c'est que quand le spectateur prend le temps,
c'est qu'il se raccroche à une histoire, c'est qu'il trouve l'histoire. Pour en revenir même aux questions de tout à l'heure, si tu veux, ouais non, mon médium c'est les histoires, quoi, c'est le mensonge. C'est marrant que tu dis ça, j'avais fait un tableau dans une expo à la Galerie Ferraud il y a quelques années. C'était que des mains, je disais que c'était du langage des signes, mais c'était pas vrai. Et donc c'était des mains peintes sur un petit tableau, hein, avec marqué en dessous « Ma vérité est un mensonge vrai ». C'est une phrase de Cocteau à la base. D'abord nous, là, quand on parle, on a chacun nos vérités. Mais on a tous une petite charge de mensonge. Mais je trouve que le mensonge, c'est vraiment propice à la réflexion, à l'histoire et au débat. La mauvaise foi, c'est vachement bien en fait. Here they come.